Welcome to the podcast. My name is Sil. Bienvenue au Polycast, le podcast de Polytech Montpellier, l'école d'ingénieurs de l'Université de Montpellier. Le Polycast reçoit des invités de tous les coins du monde et de tous les horizons professionnels, quels ou ils soient penseuses, penseurs, artistes, actrices, acteurs de terrain, businesswomen, businessmen, scientifiques ou littéraires. Nos invités nous aident à mieux penser la société et leur expérience éclaire la nôtre. Il y a des hommes et des femmes qui vouent leur existence entière à la promotion et la défense des systèmes qui nous protègent tous. Aujourd'hui, le Polycast a l'honneur de recevoir l'une de ces personnes, Gilles Boeuf. Alors, il a fait beaucoup de choses. Il est biologiste, il est grand voyageur et éminent spécialiste de la biodiversité. Il est professeur des universités à Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Il a consacré une vingtaine d'années de travail à l'Ifremer. Il a été président du prestigieux Muséum national d'histoire naturelle et professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement, énergie et société. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, entre autres multiples activités, il préside le CEBIOS, le centre d'études et d'expertise dédié au biomimétisme. Il veille sur une réserve naturelle en Pyrénées et donne des conférences en France à l'international. Ses nombreux ouvrages, tribunes et conférences témoignent d'un engagement au long cours pour la défense du vivant dans un monde qui semble l'éradiquer, et surtout de son espoir de voir naître une société moins anthropocentrée. Il a bien voulu passer quelques minutes de son temps précieux pour nous insuffler cette passion qu'il anime et pour venir nous parler de toutes ses activités. Pour l'interroger, j'ai invité Jean-Louis Bantini, enseignant-chercheur en nanosciences, passionné lui-même, et surtout chargé de DDRS au sein du réseau Polytech national. Et également Marianne Schaeffer, étudiante ingénieure en sciences et technologies de l'eau à Polytech Montpellier, et elle-même engagée dans le DDRS. Et maintenant, régalez-vous, voici le Polycast de Gilles Boeuf. Professeur Boeuf, merci d'avoir accepté l'invitation du Polycast. On est tous très heureux et honorés de votre présence. Et puis, pour vous accueillir, nous avons Jean-Louis Bantini, comme je l'expliquais dans ma préface, qui est prof ici et qui, en fait, anime le réseau national Polytech en termes de DDRS et qui va m'aider à vous poser des questions. Et nous avons également Marianne Schaeffer, qui est étudiante en eau et passionnée de biologie. Et nous avions soumis quelques questions à l'avance, mais ça se veut un entretien. Hein. C'est vraiment une conversation. Oui. Donc, vous n'hésitez pas, dès que vous avez besoin de faire une digression, au contraire, profitez-en. Je ne sais même pas si j'ai regardé. J'aime bien la spontanéité, moi, et l'improvisation. Vous le savez bien dire. Lionel le sait bien. C'est ça. Et ne vous inquiétez pas, on utilise un langage châtié, mais si de temps en temps le langage s'échappe, c'est bon, on prend tout. Alors, la première question, la question traditionnelle du Polycast, en fait, pour essayer de motiver nos étudiants pour aimer la vie et trouver des passions, c'est quel a été le déclic chez vous, professeur, pour dire à un moment ou à un autre, je vais m'occuper du vivant, c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que c'était une rencontre, un cours? Est-ce que c'était un objet, un voyage? Qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment dans votre vie c'est arrivé? C'était bien avant, j'avais 8 ans. Moi, je suis issu d'une famille très modeste et mes parents n'étaient pas spécialement là-dedans, mais il y a toujours beaucoup d'amour à la maison, ça c'est important. Et à 8 ans, j'ai été élevé à la Pointe-Bretonne, une petite ville qui s'appelle Douarnenez, sur la baie du même nom, Douarnenez. Et je passais ma vie, en fait, entre l'école. J'avais une chance, les dieux m'avaient donné une mémoire d'enfer. Donc, quand j'ai lu un truc il y a 20 ans, je m'en souviens encore aujourd'hui, ça marche. Et puis, je traînais sur la grève, comme on dit là-bas en Bretagne, et je ramassais des tas de trucs, des étoiles de mer, des oursins. J'ai tout élevé dans ma vie. Ma maman, il n'y avait pas trop les vipères, mais j'en ai gardé des années, des lézards, des grenouilles. À l'époque, il n'y avait pas de système. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, sur les pressions écolo, que je trouve là débiles, hein, une petite fille ou un petit garçon qui élève des têtards de grenouilles pour en faire des grenouilles, c'est interdit par la loi. Et bien, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'à 8 ans, j'avais le droit d'élever des têtards de grenouilles et d'avoir des grenouilles. Et c'est là, aucun petit enfant au monde est responsable de l'effondrement des grenouilles. Hein, c'est les saletés qu'on a mis dans les mares, c'est des parkings qu'on a fait par-dessus. On a oublié dans des extrémismes de tout poil que
il y a des situations beaucoup plus liées à l'émerveillement, à l'envie de faire. Donc, à 8 ans, j'avais envie de faire ça, puis je travaillais bien à l'école. Donc, ben, finalement, j'ai démarré en médecine et puis je n'ai pas continué. Puis, je suis parti en biologie. Et puis, j'ai passé ma thèse à Bordeaux après 3 années passées à l'Institut de biologie marine à Arcachon. J'ai passé 18 ans de ma vie sur les migrations des saumons. En fait, à 8 ans, je rêvais de travailler sur les venins de serpents. Et j'ai travaillé sur les migrations des saumons. Hein. Pour revenir à Marianne, comme quoi la biologie, c'est super vaste. Hein. On va y revenir tout à l'heure. Et quand on parle d'eau, on oublie une chose, c'est que la première molécule de la biologie, la première avant l'ADN et l'ARN, c'est l'eau. Hein. Il n'y a aucune cellule vivante, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas faite d'eau liquide. Et c'est vrai que c'est super intéressant de comparer un petit peu tout ça, justement. Donc, bah, ça allait bien à l'école. Donc, j'ai fait cette thèse à l'époque de 3e cycle. Et puis, j'étais à l'époque, ben, quand on bossait bien, on avait du boulot tout de suite. Hein, ça fait rêver nos jeunes aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Donc, je démarre, moi, à l'IFREMER, qui s'appelle le CNEXO à l'époque, Centre d'exploitation des océans, devenu l'Institut de recherche pour l'exploitation des océans un peu particulier. J'y passe 20 ans à la Pointe-Bretonne, à Brest. Et sur ces 20 ans, je passe 4 années en Amérique du Sud. J'ai toujours une grande envie. Mon papa était né au Brésil. Je vais au Chili. Et là, j'apprends un pays absolument extraordinaire, avec simplement, sur un pays qui en superficie fait 1,5 fois la France, à l'époque, 15 millions d'habitants. Donc, d'une nature incroyable. 3 villes où il y a tout. Et puis, en dehors, des déserts incroyables, de la très haute montagne. Hein. Le Mont Blanc à côté, c'est un tout petit hein, par rapport aux zones chiliennes. Et puis, il y a des déserts incroyables. Donc, haute montagne, désert et l'océan. Donc, toujours été proche de l'océan. J'ai passé ma vie dans les stations de biologie marine à Roscoff, à Arcachon, et après, donc, quand j'ai passé 20 ans à Brest, bon, je crois que j'étais fait pour être professeur des universités, j'ai toujours adoré enseigner, même quand j'étais chercheur public, sans m'occuper de ça, je faisais comme 50 heures d'enseignement par an, comme ça, pour le fun, ça m'a beaucoup aidé, j'aime beaucoup la proximité avec les jeunes, et vraiment, il y a une fécondation mutuelle en discutant avec eux, on est en une réceptivité, j'ai envie de les aider, et moi, ils m'apportent beaucoup dans leur mode de réflexion, et surtout aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure. Et après, donc, j'accepte un poste comme professeur des universités à l'époque à Pierre et Marie Curie, mais pas pour aller à Paris, pour aller dans une de ces 3 grandes stations marines qui était Roscoff, que je connaissais déjà, Villefranche-sur-Mer, près de Nice, et enfin, en pays catalan, Banyuls-sur-Mer, à une encablure de la frontière espagnole. Et là, en Catalogne, eh bien, je crée un laboratoire de réflexion sur l'usage des modèles marins pour faire de la recherche fondamentale. Et on faisait 2 types d'activités, de l'océanographie opérationnelle sur la mer Méditerranée, à l'époque déjà, donc je parle il y a 20 ans, hein, changement climatique. Et puis l'autre côté, c'était l'usage de modèles marins pour faire de la recherche fondamentale. Parce qu'on a des merveilles dans l'océan. Une étoile de mer vous fait 1 million de bébés dans l'après-midi. Toutes les cellules synchronisées et entièrement transparentes. Avec ça, on peut rêver, hein, pour faire de la recherche fondamentale. Donc, beaucoup de cancérologie en particulier. Et puis, bah, après ça, je découvre un article. Et là, je réponds tout à l'heure à Syl qui me disait une rencontre, un article, oui. Je lis Syl d'un collègue américain qui s'appelle Steve Palumbi, qui est à UCLA, en Californie, un papier où il dit le plus puissant moteur du développement aujourd'hui et de l'évolution, c'est pas ce qu'on avait toujours étudié. Hein. Moi, c'était bien sûr l'eau, les sels, bien évidemment, la température, la lumière du jour. Et bien, il dit, c'est plus ça maintenant, c'est la présence de l'humain. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? L'humain, bien sûr, n'oublie jamais qu'il n'est jamais seul. Hein. Avec ses animaux domestiques, aujourd'hui, 23 milliards de poulets, 1,3 milliard de vaches. On assiste à 4 milliards de cochons. On assiste à un effondrement du vivant sauvage et une explosion du vivant domestique. On ne peut pas continuer comme ça, bien évidemment. Donc, je lis ça, ça me bouleverse. Et c'est mon style de vie. Je me dis, ben, écoutez, je change. Et je passe à la biodiversité. Le terme est inventé en 1985. Alors, Steve doit s'en rappeler, c'était aux États-Unis, en Californie, une école de biologistes américains très particulière qui commençait Conservation Biology. Hein. C'était les écoles d'écologie de la conservation. Et là, c'est bien sûr Warren qui le premier va dire effectivement biodiversity, contraction de biological diversity, biodiversité. Au début, ça va être un petit peu compliqué parce que les gens vont confondre nature et biodiversité. Ce n'est pas la même chose, hein, je le dis souvent. La biodiversité est dans la nature, bien évidemment. Mais il y a plein de choses naturelles qui ne sont pas de la biodiversité. Hein. Un volcan qui crache, un cristal de quartz, le vent, hein, la marée, ça, ce n'est pas du vivant.
Donc, sur une géodiversité antérieure, la biodiversité va apparaître. Et si on veut trouver un équivalent, un synonyme simple pour le grand public, c'est le vivant. Living. On est sur le living. Et là, c'est vrai que je vais tout lire, hein, c'est mon style. C'était entre, je dirais, novembre 2001 et puis mars 2006. Je lis tout et puis finalement, bien, j'en viens à écrire, à faire des conférences comme celle-là. Ça plaît. Je suis invité par le Collège de France pour la première conférence à l'étranger sur la biodiversité. On en fait un livre en 2008 chez Odile Jacob, Quel futur pour le vivant. Et puis, le Muséum du sang naturel à Paris, le grand muséum qui me faisait rêver quand j'étais tout petit, quand j'allais de Douarnenez à Paris. Je rêvais devant les squelettes de dinosaures et devant les papillons, parce qu'en plus, il faut savoir qu'en dehors de mes activités de recherche fondamentale sur le marin, j'ai toujours été collectionneur de papillons. Alors maintenant, je ne les tue plus, les papillons, mais petits, je ramassais des papillons. Ouais. Je les connaissais tous et ça m'intéressait beaucoup. Et puis, c'est vrai que je deviens président du conseil scientifique du muséum. Puis rapidement, je prends la présidence de l'établissement en 2009 et j'y reste 7 ans. Et là, évidemment, j'ai 250 chercheurs avec moi. Hein. Bon, on voyage beaucoup. J'ai fait, alors ça, par contre, c'est moins bien pour mon impact carbone. Hein. Je connais plus de 100 pays au monde. J'ai fait presque 200 missions à l'étranger, beaucoup Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, l'Europe, évidemment, bien sûr, la Scandinavie pour mes saumons. Hein. L'Ouest canadien et américain pour les saumons aussi américains. Donc, c'est vrai que, je prends autre chose, hein. J'accepte pour la COP 21, la COP 21, de participer au ministère, donc je passe 2 ans pour faire la COP 21. Et là, j'avais 3 buts très importants pour moi. 1, faire parler de l'océan. Vous vous rendez compte, 20 COP, 20 ans, jamais parlé d'océan. Le principal régulateur du climat, c'est l'océan. On l'avait complètement oublié, ceci. Deuxième envie, parler du vivant. Que je dis souvent, qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas la vie sur la Terre? On s'en fout, bien évidemment. Hein. Et dans le vivant, il y a l'humain et les activités économiques de l'humain qu'on va évoquer au cours de l'entretien. Et troisième but, Marianne, les femmes. Hein. Je voulais enfin qu'officiellement, on reconnaisse le rôle des femmes dans ces approches et ces questions. C'était jamais arrivé. Et là, j'ai trouvé les femmes africaines extraordinaires. Hein. Et donc, je reste sur ces passions-là aujourd'hui. Alors, après 2 ans au ministère, parce que ce n'est pas ma vocation, la politique, hein, je reviens donc professeur des universités. Et puis là, je vais prendre la présidence du CEBIOS, qui est le Centre d'études et d'expertise européen sur le biomimétisme et la bioinspiration. J'y passe beaucoup de temps maintenant. Et pour terminer, je suis également président, entre autres, d'une réserve naturelle dans les Pyrénées que j'aime beaucoup, qui est un morceau de forêt, petit, 350 hectares, mais qui possède, ramené à la surface, le plus grand nombre d'espèces connues en Europe de biodiversité. Près de 2000 insectes, par exemple, sur 350 hectares. Donc, c'est génial. Et je continue aujourd'hui à m'éclater en faisant des courses dans tous les sens, en français, en anglais, en castellano. Et puis, je voyage moins depuis 1 an, c'est ravissant. Hein. Alors que j'allais à Paris toutes les semaines, j'habitais Bordeaux. Maintenant, j'y vais 3 fois par an et c'est très bien comme ça. Et je vous remercie de m'avoir invité pour parler de ces passions avec les jeunes. J'étais un petit peu long, mais je pense que ça restitue une bonne partie de ce que pourrait être l'entretien qu'on va avoir ensemble. Oui, c'est parfait. Je voudrais, Marianne, vous n'hésitez pas. Jean-Louis, tu n'hésites pas, mais Jean-Louis a un morceau de questions. Mais Marianne, en fait, l'idée, c'était qu'elle puisse ponctuer dès qu'elle a envie. Marianne, une idée? Non, mais en tout cas, le parcours est très, très intéressant, je trouvais, et que vous avez fait énormément de choses. C'est très bien. Et c'est vrai que je suis très contente d'être là et j'espère qu'on va pouvoir discuter, c'est vrai, du futur et de l'avenir professionnel de nous, les jeunes. Et ça se pose, il y a beaucoup de questions qui se posent pour nous. En plus, avec cette situation particulière, d'autant plus. Et le climat, l'environnement, c'est des problématiques d'aujourd'hui. Et de plus en plus de nous, chez les jeunes, ça se pose. Bien et donc, on pourra lier plus tard nos engagements. Je suis très proche des jeunes, du mouvement On est prêt, surtout des filles d'ailleurs. Hein. Et sache que moi, j'ai 2 filles et 3 petites filles d'un univers exclusivement féminin et c'est ravissant. Et ça me va très bien. Et mes petites filles, elles me disent souvent, Gilou, c'est le grand-père, tu nous racontes une histoire de petites cellules. Alors, je raconte des histoires de petites cellules. Alors, on a pas mal parlé du coronavirus 19, on pourra en parler aussi. Mais c'est très important de revenir à cela. Il faut redonner
Puis là, maintenant, je suis aussi scandalisé par l'aspect enseignement actuel. Hein. Alors, on va y revenir, si je peux me permettre. Bien sûr, on a tout un axe de questionnement. Mais heureusement que je fais les cours de maths à mes petites filles, mais toutes les petites filles n'ont pas un grand-père capable de faire les cours de maths en terminale. Hein. Donc, comment font les autres? C'est ma grande question aujourd'hui. Oui, oui, vas-y, Jean-Louis. Non, mais ou après, c'est bon, vas-y. On va y revenir sur toutes ces questions d'enseignement. Je voudrais revenir sur votre parcours, 2 minutes, professeur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de la vipère à Ifremer, sans vouloir faire des rimes. Il y a tout un moment où, par exemple, hein, c'est Marianne qui aujourd'hui pourrait avoir une expérience de vie, quelque chose, mais est-ce que c'était une poursuite cohérente pour vous? Est-ce que c'était vraiment clair lorsque vous avez élevé tous ces batraciens ou les mollusques? Est-ce que tout de suite vous avez dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire chaque année de votre jeunesse et dans votre jeunesse étudiante? Ou est-ce que c'était vague jusqu'à ce que ça se cristallise sur des études, un doctorat? Disons que c'est progressif, hein. C'est lié à ce que vous disiez, Cécile, tout à l'heure, rencontre, lecture. J'avais 2 passions, j'ai toujours 2 passions dans la vie, le vivant et l'archéologie. Et donc, j'ai participé longtemps à des fouilles officielles. Hein. Moi, à 14 ans, je connaissais tous les empereurs Inca, par exemple. Hein. J'avais tout lu sur les Aztèques, je connaissais l'égyptologie, Rome, donc tout le temps. Et dès que j'ai eu 17 ans, on m'a créé un club à Douarnenez, à 17 ans, avec des adultes hein, qui étaient plus âgés que nous, qui s'appelle le club d'archéologie et de géologie de Douarnenez. Et je participais avec les antiquités préhistoriques de Bretagne à des fouilles tous les étés. Et j'avais une passion pour l'âge du bronze, hein, 1800 avant en Bretagne. Alors, quand je voudrais être le premier, je descendais dans la tombe le premier. Je n'étais pas le premier parce que cette tombe avait été pillée il y a un siècle, mais c'était magique. Donc, j'ai continué toujours là-dessus. Donc, ça a été assez cohérent. Après, par contre, c'est vrai que la migration des saumons, c'est venu par des opportunités de recherche. Hein. Et puis, finalement, j'aimais bien les reptiles. Je n'ai jamais travaillé professionnellement sur les reptiles. Je suis resté sur le milieu vivant marin. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, vraiment, l'ensemble du vivant à la fois continental et à la fois marin. Je reste très intéressé quand même, Syl, par les questions qui me passionnent aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie le milieu marin initial du milieu continental? Comment la vie sort de l'eau? Il y a 1 milliard d'années pour les bactéries, pour les êtres vivants organisés, il y a un demi-milliard d'années. Comment est-ce que ça s'est produit? Et je terminerai par une remarque, moi qui ai été endocrinologue hein, pendant longtemps, je suis toujours endocrinologue, c'est ma recherche fondamentale, elle est sur les hormones. Je me dis que aujourd'hui, en médecin, on regarde effectivement les animaux, les plantes, avec nos yeux de médecins ou de chercheurs en médecine. Et on oublie que nous, on est récents dans l'histoire, qu'eux, ils avaient tout inventé avant, tu vois. Et au lieu de se dire, voilà, nous, on vit comme ça, comment ils font eux, on va même regarder comment ils font eux et comment nous, on est devenus ce qu'on est. Ça, c'est super intéressant au niveau de la philosophie du développement. Très bien. Là, vous avez pigé, Marianne, il faut une curiosité tous azimuts avec un fil conducteur et beaucoup de passion. Oh, c'est très bien. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir et on peut effectivement utiliser cette notion de passage d'infos comme vous le faites à vos petites filles. Une des questions sur lesquelles bosse pratiquement tout le temps Jean-Louis, c'est la responsabilité qu'on peut avoir, nous, enseignants, comment il faut que ça se structure, comment on peut lancer la machine. Donc, Jean-Louis, si tu veux commencer tes questions, on va commencer à débattre de l'enseignement. Avec plaisir, mais je crois que je vais rebondir sur vos enfants et vos petits-enfants, parce que moi aussi, j'ai 3 enfants. Et j'ai un garçon qui est en seconde. Et on s'est retrouvés il y a quelques semaines, on en discute depuis longtemps, que veux-tu faire l'année prochaine? Et puis, ça ne marche plus du tout. Il y a un changement de paradigme graduel que je vois s'opérer depuis ma plus grande, puis celle qui est au milieu, puis le plus petit. Et là, je me rends compte que les choix à faire sont... je dirais, ils sont élyséens, abyssaux. C'est-à-dire que j'ai un garçon aujourd'hui, et les choix qu'il va faire vont complètement déterminer son éducation, en tout cas pour ce qui passe par l'école. Et en l'occurrence, connecté au plaisir de t'avoir aujourd'hui, la question, je me dis, mais l'année prochaine, papa, est-ce que je fais des maths, de la physique et de la bio, ou est-ce que j'arrête la bio et puis je fais des sciences de l'ingénieur? Très bonne question.
Très bonne question. On regarde ce qui est en train d'apparaître sur les sciences de l'ingénieur, on dit « Ah, c'est vachement intéressant ». Je me dis « Mais merde, c'est fini ». Ça veut dire que le vivant, dans la manière dont se construit aujourd'hui l'éducation au lycée, ça peut être terminé d'ici un mois ou deux. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, ça va être très clair parce que vous savez, je suis beaucoup intervenu, y compris sur France Inter plusieurs fois. Je me suis vraiment opposé au ministère de l'Éducation nationale d'aujourd'hui. En ce moment, je suis dans un petit club, un cluster d'enseignants qui s'appelle le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. On est une dizaine, avec des profs agrégés, des profs de prépa et quelques chercheurs comme Marc-André Sellos, que j'aime beaucoup, par exemple, Corinne Pauluchon, qui est une philosophe, moi-même et d'autres. On se bat contre ce choix qu'on impose à nos gamins en seconde, soit maths physique, soit lettres. C'est une véritable catastrophe. Alors, pour un ingénieur, effectivement, je dirais classique, bon, ok, on suit la filière maths physique. Pour un futur médecin, pour un futur ingénieur agronome, pour un futur vétérinaire, qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est dramatique, c'est-à-dire qu'ils auront quelques heures d'enseignement en seconde. Alors, dans sciences de je mets, si tu veux, moi, sciences de la vie et de la terre. Hein. Je mets la géologie, la paléontologie avec, clairement. Comment on enseigne le changement climatique? Comment on enseigne la biodiversité? Aujourd'hui, c'est des vraies questions. Et puis surtout, ce qui est dramatique, c'est que comment est-ce qu'on fait sans aucune connaissance en sciences de la vie et sciences de la terre pour avoir un vrai esprit critique sur les infâmes fake news qui nous envahissent tous les jours? Et nous, à l'époque, tu te souviens, on lisait un bouquin, c'était à peu près vrai ce qu'il y avait dedans. Maintenant, ils ne savent pas, nos jeunes, en fait, ce qui se passe. Hein, on fait, par exemple, Climate Change sur Internet. Les 6 premiers sites sont climato-sceptiques. Oui. Hein, aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe sur les sites Google. Tout ce qui sort, c'est valeurs actuelles. Ces gens qui ont dit il y a 2 ans, la science ne sert à rien. Je suis ulcéré. Et tu sais, Syl, et également, c'est vrai pour toi aussi, Jean-Louis, depuis 1 an, qu'est-ce qui me gêne considérablement vis-à-vis de nos jeunes et vis-à-vis de moi-même? Au niveau scientifique, on n'entend pas de la science établie, comme disait Étienne Klein récemment. On n'entend que des opinions. Opinions émises même par des scientifiques et par des médecins. Eh bien, j'en ai par-dessus la tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment voulez-vous? Bien sûr qu'il faut que nos jeunes aient des connaissances. Hein. On pourra en parler avec Marianne. Il faut des connaissances. Mais ce qu'il faut, Marianne, surtout, c'est de l'esprit critique. Et comment voulez-vous avoir de l'esprit critique si vous avez, à partir de la première, plus aucun enseignement en sciences de la vie et de la terre? On est en train de les assassiner. Donc là, c'est un vrai combat que j'ai. Hein. Bon, je pense qu'on va avoir des résultats quand même, parce qu'il y a des gens avec moi qui sont très motivés. Valérie Masson-Delmotte, par exemple, pour le climat. Hein. Il faut qu'on se batte très fort pour que tous nos gamins aient ces connaissances, mais aussi cet esprit critique. Et je dirais qu'il fallait commencer en fait à l'école maternelle en disant à une petite fille ou un petit garçon, tu sais, tu es fait d'eau, de cellules et de sel. Et tu as dans toi et sur toi autant de bactéries que de cellules humaines. Il faut commencer par là. Et ça, un polytechnicien aujourd'hui, hein, on parle de polycaste, hein, un énarque ne sait pas qu'il est fait d'eau et de bactéries. Ça, c'est dramatique. Je voudrais revenir. Ma soeur, par exemple, elle a arrêté les études. Enfin, elle a la post-bac, donc elle a arrêté. Elle sait plus quoi faire. Enfin, elle était. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, à 16 ans, si on m'avait dit de choisir les matières que je voulais, j'aurais été incapable parce que j'aimais tout à cet âge. Et en fait, je pense que c'est très dur, moi, 16 ans, pour choisir les matières qui vont influencer son avenir. C'est extrêmement dur et c'est beaucoup trop tôt dans l'âge, en fait. Parce qu'après, ça a des répercussions, comme vous l'a dit Jean-Louis, sur l'avenir. C'est-à-dire qu'après, les écoles d'ingénieurs vont choisir les étudiants qui ont pris maths. Ceux qui n'ont pas pris maths, c'est déjà fini pour eux. Alors que c'était un choix qui était 2 ou 3 ans avant la sélection. C'est trop tôt. Et ma soeur, je le vois, et aujourd'hui, elle est perdue. Donc, elle a arrêté. Elle est en stand-by pendant 1 an, mais il y a beaucoup trop de questions sur l'avenir, en fait. Et tu as raison. Ce qu'il faut le dire, c'est que c'est jamais perdu. Elle est encore très jeune. Elle aurait 30 ans, je dirais, oui, c'est un peu tard, mais là, attends, elle est toute jeune, donc tant pis, on peut reprendre espoir. Vous allez voir, le fil rouge de notre discussion, c'est de l'espoir, de l'émerveillement. Hein. Je suis très fortement contre le catastrophisme et la collapsologie. Hein. Je ne veux pas entendre parler de ça. Je suis très proche d'Edgar Morin, qui est aussi à Montpellier, il est proche de chez vous, et avec Edgar, on se raconte toujours la même chose. Hein. Ce vieux monsieur, il va avoir dans quelques semaines 1 siècle. Hein. Allez écouter un débat qu'on a eu, il est sur Internet à Montpellier il y a 2 ans. Est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public? Bien sûr que oui, mais pas la polémique.
Et depuis un an, on ne vit que des polémiques. Donc c'est là que tu as raison, Marianne, mais surtout ne la désespère pas. Non. Vu que ce n'est jamais perdu. Qu'elle fasse ce qu'elle aime, ce pourquoi elle a envie de vivre, c'est très important. Après, l'énorme drame de nos jeunes d'aujourd'hui, c'est que même s'ils font ça, ils ne trouvent pas forcément du boulot. Et ça, c'est pas normal du tout, bien sûr. Bah, à l'époque, nous, on trouvait du boulot parce qu'on était infiniment moins nombreux. Hein. Et moi, je viens d'une génération où reçu au bac, c'était moins de 20%. Maintenant, c'est 92%. Alors, évidemment, ça crée des différences. Hein. Complètement d'accord. C'est amusant que tu parles alors de notre génération. Je me mets dedans. Ça me fait penser à une réflexion que m'a fait assez récemment une jeune femme qui faisait qui animait un atelier à Polytech et qui me disait, mais vous, c'est important d'engager les boomers aujourd'hui sur ces questions-là, mais vous, les boomers, vous avez bien profité quand même. C'est vrai. Et est-ce que parfois on te fait ce genre de réflexion? Pas vraiment sous ce style-là, parce qu'ils voyaient bien que je suis engagé dans plein de trucs, mais c'est vrai que tous mes copains boomers de l'époque, tu te rappelles, Peace and Love, Katmandou, hein, on avait des grandes fleurs sur les bus Volkswagen, là. Bah, beaucoup de ces boomers sont quand même devenus, sont passés aujourd'hui dans des trucs où c'est des vieux cons, hein. Parce que quand je vois les réflexions qu'on me fait aujourd'hui, je suis un peu effrayé. Quand on me dit, par exemple, tu vois, ça m'ulcère aussi, ça. Je suis souvent révolté. Hein. On me dit, tu comprends, s'il y avait une guerre, les jeunes, tu verrais, il ne faut plus rien, c'est une catastrophe. Tu sais, Jean-Louis, il y aura exactement le même nombre de héros et de collabos. Hein, parce qu'on est dans des systèmes qui sont liés. Et tout à l'heure, j'ai écouté Marianne aussi, qui parlait de sa sœur. N'oublions pas la contingence. Et nous, évolutionnistes, c'est très important. La contingence, c'est le fait qu'un événement qui va survenir, qui va bouleverser notre vie, hein, totalement, aurait très bien pu ne pas se produire. Voilà. Et on est constamment dans ces réflexions-là aujourd'hui. Alors évidemment, si tu es plus éduqué, un peu plus âgé, tu es mieux capable de tirer parti sur l'instant présent des opportunités. Jeune, tu ne sais pas. Hein. Puis en plus, comme a dit Marianne tout à l'heure, on est assassiné par des informations de tous les sens. La moitié sont fausses. Le complotisme, c'est quoi le populisme? Ces gens-là n'ont jamais eu la moindre parcelle de solution à nos problèmes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé quand notre ami, tout à l'heure, s'il a dit, c'est pas que de la science. Il y a aussi beaucoup ou des sciences humaines et sociales, hein, mais aussi de la spiritualité. Pas religieuse, bien sûr, on est bien d'accord. Hein. De l'inventivité, de la philosophie. Hein. Je dis souvent, il faut de tout. Et pour que le jeune trouve sa place, il y a les deux cas. Je vais terminer là-dessus, mais c'est très important que je vous le dise. Sur les jeunes, je rencontre ces jeunes femmes de On est prêt. Écoutez, Camille Etienne, elle était mon étudiante à Sciences Po à Paris l'an dernier. C'est la Greta Thunberg française. Hein. Elle est partout, elle a envie de faire, elle a 22 ans. Génial, j'adore. Parce qu'ils font plein de choses. Ils vont faire des choses. Ils en ont marre que les vieux disent on va faire qu'ils font rien du tout. Donc je les comprends. Et ça, c'est un danger, vous connaissez tous comme enseignants. Hein. Si on ne s'occupe pas de nos jeunes, ils vont se radicaliser. Hein. Et ça, il faut se dépêcher. On n'a pas beaucoup de temps pour éviter cela. Il faut leur donner de l'espoir. D'un côté, j'ai tous ces jeunes-là que j'adore, qui sont géniaux, on échange beaucoup. Parce que quelqu'un me disait récemment, ouais, bon, nos générations, tu vois, on en reparle encore là, Jean-Louis, elles ont échoué, mais eux vont réussir. On n'a pas le temps d'attendre une génération. C'est terminé, ce temps-là. Hein. Donc, il faut leur mettre le pied à l'étrier pour qu'on puisse avancer. Donc, il y a tout ça qui est extrêmement stimulant. Et d'autre côté, des choses qui m'ont effondré. J'ai un ami qui a une goélette, hein, un bateau à Douarnenez, et il emmène l'an dernier, en août 2020, un groupe de jeunes du 9-3. Tu vois, Marianne, des gens très défavorisés, hein, qui allaient à l'école, mais jamais sortis de Paris. Sur le bateau, 3 semaines. C'est magique. Tu imagines, hein, il fait un temps magnifique sur l'ouest breton les premières semaines d'août 2020. On est au large de l'île de Groix. L'eau est magnifique. Il y a des dauphins partout qui sautent. Eh bien, figurez-vous, quand on leur a dit, ben voilà, on va relâcher là, non, il n'y a pas de réseau. On a dû rentrer au port de Lorient. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça. Hein. Alors, est-ce que parce qu'il n'y a pas de réseau, alors j'ai des copains informaticiens qui me disent, mais oui, tu n'as rien compris, sans réseau, ils sont morts. Ben, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et pour revenir sur ce que disait Syl tout à l'heure, est-ce que ces progrès technologiques, là, aujourd'hui, sont indispensables? Est-ce qu'il nous faut une 5G? Hein, quel prix on va mettre pour faire ceci? Pourquoi on est
empoisonnés par ces produits pesticides, insecticides. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a assassiné le monde agricole en leur obligeant à produire à des prix ridicules. Donc vous voyez que tout est lié. Il nous faut tout pour faire un monde. Donc ta sœur a trouvé sa place là-dedans, tu vois, Marianne. Mais tu as raison quand tu dis que les choix sont énormes. Oui, c'est vraiment dur. Là, c'est exactement le cœur du sujet pour nous. On est tous d'accord. Et en tant qu'enseignant, moi, j'utilise l'anglais pour justement faire passer ce message. C'est important. Oui, utilise les matériaux pour faire la même chose. Et je suis sûr que vous prêchez cette parole tout le temps, en permanence. La vraie question pour nous aujourd'hui, c'est de dire comment on concrétise ça. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, on est quand même un nombre réduit, mais grâce à des gens comme Camille Etienne et d'autres, Delmotte et autres, à tous les niveaux de la société française, on a le sentiment que c'est en train de bouger. Mais comment on concrétise de manière à ce que Marianne, la génération de Marianne, puisse dire « je sais faire le tri entre les fake news et les machins et je sais où je vais aller ». Ça, c'était la première partie de ma question. Et la deuxième question, je suis heureux de vous entendre parler comme ça, hein, professeur, parce qu'une des choses dont je souffre, moi, c'est cette espèce de chape de plomb dans les mots. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire la vérité ni aux jeunes, ni aux instances dirigeantes. Mais la maison brûle, c'est pas faux. Tout est en train de partir en... J'aurais pas dû dire ça. Mais tout est en train de partir à volo. Et c'est le cas de le dire, Marianne. Et donc, il faut bien un moment que les gens se réveillent. Donc, moi, je suis réveillé, Jean-Louis est réveillé, Marianne est réveillée, vous êtes plus que réveillés. On fait quoi maintenant? Oui, très, très bonne question. Je dirais que ça m'obsède tous les jours. Hein. Moi, j'appelle tous ces gens que nous sommes les gens de bonne volonté, femmes et hommes de bonne volonté, qui ont envie de faire quelque chose. Et croyez-moi, j'en connais quand même beaucoup, hein, en France et ailleurs, qui ont envie de se battre, hein, qui ont envie de se dire on ne se laisse pas faire. Hein. Einstein, vous vous rappelez, disait on ne résout pas des problèmes de la façon dont on a amené ces problèmes par ces modes de pensée. C'est très clair. Hein. Il faut changer. Et en fait, moi qui suis dans l'évolution depuis très longtemps, je me dis que le vivant, on va en parler tout à l'heure, il a presque 4000 millions d'années, s'il d'âge. Hein. Les premières cellules vivantes dans l'océan, elles ont un peu moins de 4 milliards d'années. Eh bien, elles ont subi les pires avatars possibles. 4 milliards d'années. Des extinctions, des vraies extinctions terribles où tout presque disparaît. Ça s'est produit, la vie est toujours là. Et pourquoi elle a fait ça, la vie? Parce que justement, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, nous aussi, pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit il faut s'adapter. Clair. Une entreprise, si elle ne s'adapte pas, si elle n'innove pas, elle est morte. Et bien simplement, la question, elle est là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'adapter sans changer? C'est impossible. Et là, on ne change toujours pas, Syl. Voilà pourquoi on n'arrive pas. Et pour ta première question, c'est lancinant pour moi. C'est comment je passe de ce groupe d'humains de bonne volonté, femmes et hommes, tous les pays du monde, clairs, qui ont envie, qui veulent faire avec les jeunes, pas sans eux. Hein. Eh bien, comment on passe de ces groupes de personnes à 4 milliards d'humains? Voilà, la moitié des humains. Si on convainc 4, c'est déjà pas mal. Les 8, je ne sais pas si je pourrais les convaincre, mais à 4. Avec 2 chiffres, Syl. Un petit peu avant ma naissance, on était, 2,5 milliards d'humains sur la Terre. On arrive à 8. Deuxième chiffre, c'est important aussi pour Marianne, je vais remonter un peu plus loin, Marianne. Il y a 19 000 ans, la Terre est 4 degrés plus froide. Surface de l'océan, température de l'air. La mer est 125 mètres plus basse. On a complètement oublié ça. Aujourd'hui, eh bien, on est dans une période d'accélération effroyable. Parce que le degré et demi qu'on avait fixé à la COP 21, on l'a déjà atteint. On a plus que 1,5 degré depuis 1860. Au niveau de la mer, pendant 5000 ans, il n'a pas bougé. Alors, sur 19 000 ans, il a beaucoup bougé. Hein. Vers 12 000, il montait de 5 cm par an. Vous imaginez ça aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'humains, donc ils allaient là où il n'y avait pas d'eau de mer, tout simplement. Hein. Ils s'arrêtaient au bord de la côte. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde sont au bord de la mer. Hein. Regarde les cartes, tu vois, à part Moscou, Paris, Chicago, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan, en Afrique, en Asie, en Europe. Et la mer, elle remonte. Alors, elle a remonté très vite. Et depuis 5000 ans, elle s'était arrêtée de monter. Elle montait de 1 mm par an. 1 mm par an. Et là, en ce moment, depuis 20 ans, c'est rien dans les temps géologiques. Hein, elle remonte de 4 à 5. Ce qui veut dire qu'à ce rythme-là qui va s'accélérer, on va être à 1-2 mètres à la fin de ce siècle. Vous savez, ce qui m'a beaucoup marqué depuis quelques années, avec Valérie Masson, on en parlait tout à l'heure, avec Marc-André Sellos, c'est que
eh bien, tout ce qu'on a dit là, les scientifiques, ça s'est révélé plus fort que ce qu'on avait imaginé. Et on nous accusait, je réponds à ta question, Cécile, qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire? On dit ce qu'on a envie de dire sur des bases scientifiques, pas des opinions. Et ça, je me battrai toujours contre ça. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire effectivement qu'on en est là. Quand je vois les villas ici, près de Bordeaux, au Cap Ferret, ou le prix des maisons à l'île de Ré, ben, ça va être sous l'eau. Alors, pas demain, mais à mon avis, c'est une génération, pas deux. Donc, ça veut dire que là, on est sur quelque chose qui est très prégnant. Alors, on me dit, arrêtez de dire ça, ça inquiète tout le monde, c'est pas possible. Ben, je suis désolé. Et c'est là que, justement, je terminerai là-dessus par rapport à notre discussion initiale. Comment on fait pour raconter ça sans tomber dans la collapsologie et sans tomber dans l'éco-anxiété démesurée? Et j'aime beaucoup le terme inventé par une femme, eh bien, qui s'appelle intranquillité. Muriel Fliss, elle est philosophe au CNRS, elle sort ce terme il y a 4 ans, c'est l'intranquillité. Elle l'a emprunté à Pessoa, hein, l'auteur brésilien. Intranquille, ça veut dire conscient de ce qui se passe, ça veut dire sur une vigilance accrue. Mais on n'est pas paralysé par la non-réactivité. Et comment avec mes étudiants, avec vous tous ici, hein, quand on discute ensemble, j'ai beaucoup de plaisir à discuter de ça avec vous, on reste dans une intranquillité vigilante, pas dans une négation insouciante, ça n'a pas de sens, bien évidemment, hein, mais pas tomber non plus dans... Bah, j'écoutais Cochet, là, le député, mais ministre, on se fout du monde. Hein. Je vais à mon jardin, et puis maintenant je vais m'acheter un flingue parce que les Parisiens vont vouloir me faucher mes légumes dans mon jardin. C'est pas ça. Les survivalistes, c'est ceux qui ont attaqué avec Trump le Capitole. Hein. Tu vois, Syl, ce que c'est. Donc, c'est là que, comment un État comme les États-Unis d'Amérique a pu nier tout ça à travers la présence d'un homme supporté par certains d'entre eux, avec des mensonges tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et où sont les gens de bonne volonté qui vont empêcher cela? Et ça veut dire, je reviens encore à Einstein, qui disait finalement, le mal ne vient pas des méchants, des fous, des dangereux qui nous font du mal. Il vient des gens normaux comme nous qui les laissons faire. C'est là qu'il faut qu'on se batte tous les jours. Jean-Louis, vas-y, de façon concrète, Jean-Louis, les enseignements. Il y a une question que je me pose. Finalement, l'exemple que tu donnais sur tes petits jeunes qui, sans le Wi-Fi ou sans la 4G, finalement préféraient aller au port que rester sur la mer. Est-ce que tu ne crois pas? Parce que ça, on le voit bien avec tous nos jeunes, on le voit avec nos enfants, c'est une lutte. Il faut être sensibilisé aux beautés du monde pour avoir la force sortir nos enfants de ces objets qui, pour le coup, sont hyper attractifs, hyper rapides, donc je dirais vont les hypnotiser. Mais est-ce que tu as pas d'une façon, une des difficultés, c'est que ces objets-là, ces jeunes générations, pour un nombre qui, à mon sens, peut-être est important, vivent en dehors du monde, en dehors de la nature. Donc, pour comprendre un problème, est-ce qu'il n'y a pas la difficulté qu'il faut être connecté à ce milieu? Et est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion avec le milieu? Est-ce que ça, c'est pas un risque? Tout à fait. Et justement, je me bats aussi contre ça au niveau de l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Hein. J'expliquais l'autre jour qu'on ne peut plus. Et je vais venir à un mot américain, c'est to watch. En français, je ne sais pas, c'est scruter très fort. Le watching, whale watching, bird watching, tout ce qu'on veut. C'est que ces jeunes, s'ils ne vont pas pendant une année de cours de sciences de la vie sur le terrain, voir une falaise avec des fossiles. Tiens, c'est un fossile quoi? De corail. Tiens, mais il a fait chaud ici. Ça, c'est un fossile étoile de mer. Il y a eu la mer ici. Si on n'organise pas dans ces enseignements-là des contacts, tu as raison, avec le terrain, parce que c'est le terrain qui va tout changer. Il y a en ce moment une manip que j'aime beaucoup au Danemark qui va vous plaire avec des médecins dans une crèche. Il n'y a qu'au Danemark qu'on peut faire ça ou en Scandinavie. Ils ont des bébés de 2 mois. 2 mois. Ils ont fait 4 cohortes dans la crèche. Il y a ceux qui sont entièrement aseptisés. Tout est stérilisé, les biberons, ils mangent que des machins clean totalement, sans aucune bactérie, rien du tout. Il y a 2 intermédiaires et la 4e, on laisse le gamin courir dans la cour, attraper un verre de terre et bouffer un verre de terre. Voilà. Et bien, je vous assure qu'au bout d'un certain temps, clairement, avant la fin de l'année, les différences de maladie et de bien-être sont spectaculaires entre les super clean et les autres. Et tu as raison, Jean-Louis. On a coupé cette relation entre le monde vivant,
humain et le monde vivant non humain. Et je vais revenir, ce n'est pas que l'histoire de la ville. Hein. Moi, je me rappelle petit, quand j'avais 15 ans, quand j'allais chercher mes serpents là, et mes grenouilles, j'avais plein d'amis fils de paysans. Ils connaissaient tous, Marianne, le nom des oiseaux de leur champ. Un paysan, aujourd'hui, ne connaît pas le nom des oiseaux et de ses papillons dans sa nature. Faites 200 km en région parisienne, il n'y a pas un coquelicot. Et s'il n'y a pas un coquelicot, vous prenez de la terre, elle est morte. Vous la malaxez, il n'y a rien, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de colembole dedans. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Premier objectif, tu vois, tu as raison Jean-Louis, c'est ramener du vivant dans les sols, ramener de la matière organique. Tout est lié. Et donc, c'est absolument vital que les classes de mer, les classes de montagne, faire du terrain avec des enfants pour qu'ils watch the environment. C'est tellement, tellement, tellement important. Mais pour ça, il faut de l'argent, tu vois. Et dans le mouvement qu'on a en ce moment avec Marc-André Sellos, là, et puis avec aussi Corinne Peluchon et puis tous les autres, hein, on est en train de se battre pour que non seulement ce soit obligatoire dans les programmes scolaires, mais qu'on mette l'argent qui va avec. Les profs, ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent même pas emmener les gamins sur le terrain, ils ne peuvent pas louer un bus. Et là, je suis désolé. Et c'est ma question, je terminerai sur une question qui me lancine. Pourquoi on a fait ça, Jean-Louis? Pourquoi on supprime les sciences de la vie et de la terre? Ce que disait Syl tout à l'heure, ça coûte trop cher. Ça coûte moins cher qu'un cours de droit ou un cours de maths. Et bien ça, c'est lamentable. Parce qu'aujourd'hui, en plus, vous qui êtes Polytech, vous savez combien ça coûte de former un polytechnicien. Hein? Et bien ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens là où c'est super important. On ne peut pas, aucun penseur, aucun, je dirais, leader de quelque chose, ce qu'on appelle les élites, j'aime pas le terme, hein, devrait être sans connaissance là-dessus. Relisez le livre d'Edgar Morin de 1993. La terre patrie. Qu'est-ce qu'il dit, Edgar? Il découvre l'écologie. C'est un homme de gauche, socialiste, il a été communiste, il a été résistant, il a une vie incroyable. Hein. Il découvre, relisez ce livre. Hein. D'ailleurs, on se base dessus pour lui faire son hommage à l'UNESCO là, en juillet prochain. C'est fantastique. Et qu'on arrête de confondre écologie et écologisme. Ça m'énerve beaucoup aussi. Peut-être que finalement, tu as peut-être vu qu'il y a énormément d'initiatives autour de l'émergence d'une éducation. Alors, moi, je connais un peu ce qui est au-dessus du lycée, donc dans les établissements d'enseignement supérieur. Il y a quelques années, on disait éduquer au développement durable. Après, on a dit éduquer au développement durable et à la responsabilité sociétale. Aujourd'hui, ça commence à être balayé par le fait que c'est éduquer à la transition écologique, voire éduquer à la transition socio-écologique. Et énergétique. Ma question, c'est, j'imagine que tu as des idées là-dessus. Comment faire? Parce que c'est compliqué pour les hommes de terrain, je suis un ouvrier de terrain, de savoir quelle trouver la philosophie dans un système, comme tu dis, qui est contraint par des moyens avant tout. On n'aura pas énormément d'heures pour le faire. Quelle est la priorité? Alors, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que la priorité, c'est par exemple de faire des têtes bien faites ou des têtes bien pleines? Alors là, j'ai l'impression qu'on peut avoir un peu… La réponse est peut-être un peu simple. Absolument. Mais par contre, est-ce qu'il faut les éduquer dans une perspective qui est une expertise plutôt locale, plutôt régionale ou plutôt globale? Est-ce que… Voilà. Là, je vais balayer ça très vite parce que c'est forcément local au début. Hein. La biodiversité qui intéresse les gens, c'est celle du jardin. Hein. Ce n'est pas les montagnes de Patagonie. Après, on va y revenir. Hein. Mais si on a la réflexion locale, on pourra s'occuper plus tard du global. Comme disait Jacques Weber, qui était mon maître en matière d'économie appliquée à ces questions environnementales, hein, Jacques disait le glocal, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on démarre sur du local, parce que c'est là qu'on est. Hein. On mange le poisson pêché ici, on vit comme ça et comme ça. Et puis après, il y a le global. Tout à l'heure, je disais, je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées. On n'y a pas coupé un arbre localement depuis 150 ans. Ma forêt, elle part parce qu'elle subit les assauts des sécheresses répétées depuis 2006, tu vois, et de la canicule 2003. Hein. Et un arbre, il ne meurt pas en 15 jours, il met des années à mourir, un arbre. Donc il meurt aussi, mes arbres meurent aussi des 15 000 camions poids lourds qui viennent de Barcelone pour aller à Montpellier tous les jours, dans les deux sens, et qui amènent de l'ozone sur la forêt, alors que personne n'y va. Donc, global, local, je vais vite balayer ça en disant que commençons localement.
mais soyons curieux pour voir ce qui se passe ailleurs, pour qu'on comprenne que quelquefois, des faits très locaux s'expliquent par des phénomènes qui sont beaucoup plus globaux. Il faut rester un militant à ce niveau-là. Sur la question de l'enseignement, ce qui est très, très clair aujourd'hui, c'est de dire que, si tu veux, j'ai fait 2 ans dans un ministère et j'ai vu comment vivaient nos élites politiques, qui viennent de la même école d'ailleurs, ça c'est aussi catastrophique. Enfin, ils sont en train de la supprimer, mais ils vont la remplacer par la même, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. C'est qu'ils ont un manque flagrant de connaissances de biologie de base. J'adore quand tout à l'heure Marianne me dit « moi j'aime la biologie ». D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut s'intéresser à l'eau sans aimer la biologie, dans les deux sens. Hein. Il n'y a pas de vie sans eau, et l'eau, quand le vivant invente la photosynthèse dans l'océan, il y a plus de 3 milliards d'années, tout va changer. La grande oxydation va tout changer. Et c'est là qu'il faut regarder ça de façon globale, avec un minimum de connaissances générales fondamentales que tout le monde devrait acquérir. Donc, pour revenir à ta question, je dis au monde politique que souvent, moi, on m'écoute, on m'aime bien. Alors, ah ben Gilles, c'est sympa ce que vous avez dit. Bon, ok, mais tes questions, on verra plus tard. Ça, c'est fini. Ça m'énerve très fort, là. Je ne reviens plus les voir. L'essentiel, la priorité, elle est là. L'accélération du changement climatique et l'effondrement du vivant. Vous avez vu, je ne dis pas extinction, on n'est pas en extinction, on pourra en reparler tout à l'heure. L'effondrement du vivant, cette explosion du domestique, cet effondrement du sauvage. Et on pourra réagir, tout à l'heure on disait avec Syl, comment on passe avec 4 milliards d'humains convaincus, on verra après si on arrive à convaincre 8, les 4 milliards qui restent, ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils sont déjà dans des conditions incroyables, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont donner à manger à leurs gamins le lendemain. Ce qu'on me dit souvent, tu vois, Jean-Louis, souvent aussi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, on me dit oui, mais votre truc, c'est des trucs de riches. Voilà. Les gilets jaunes. Alors, c'est vrai qu'on a voulu faire croire aux gilets jaunes au début que leur problème venait de l'écologie. Vous vous rendez compte un petit peu? Parce qu'on avait augmenté de quelques centimes le prix du litre de gasoil. Tu te rappelles, Syl, novembre 2018, le baril de pétrole, il vaut $80 US. Oui. Le 20 mars 2020, il vaut moins 30. C'est de la science, ça. L'économie n'est pas du tout une science. On ne peut pas faire de la science avec des machins comme ça, c'est de la pure spéculation. Qu'il y ait des lois du marché, je peux l'entendre, mais pas encadré, c'est impossible, parce que les impacts sociaux sont démesurés. Et c'est là que, et en plus, quand on dit aux gilets jaunes, ben, écoutez, c'est l'écologie qui est la source de vos problèmes, mais c'est effrayant. Ce qui est très clair, par contre, qu'il faut leur dire, c'est que si tout va mal, c'est eux qui vont encore trinquer les premiers, hein, tout le temps. Quand vous avez un type comme Elon Musk qui est capable d'envoyer dans l'espace sa Tesla, qui va retomber sur la gueule de quelqu'un d'ici quelque temps, hein, il va la prendre sur sa maison, dans son jardin, dans son champ, hein, et qu'avec cet argent-là, je donne de l'eau potable à la moitié des Africains, ça me pose quand même des... Et tout le monde a applaudi, c'est magnifique. Hein. Donc c'est là que nous, au niveau des enseignants, tu vois, Jean-Louis, il faut qu'on explique ceci. Après, bon, écoutez, il faut donner des faits. Sur de la science, moi j'aime beaucoup Étienne Klein quand il a écrit cet article, vous vous souvenez, hein, qui a fait beaucoup de bruit il y a 1 an. Je ne suis pas médecin, mais il a expliqué qu'on confondait la science établie avec la science en marche. Hydroxychloroquine, remdesivir, ça n'a pas à rentrer dans le grand public. C'est une science en marche, on avance, on recule, on revient. On ne donne au public que de la science établie, discutée, évaluée par des pairs. Alors, je comprends qu'en moment de crise, on puisse tester des choses. Et là, moi, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un médecin de tester ce qu'il a envie de tester. Il est médecin, de sa responsabilité. Il n'y avait pas à interdire une molécule par rapport au reste. Là, j'ai beaucoup défendu Raoult là-dessus. Après, il a dit un tas de trucs. Bon. Mais c'est là que vous vous rendez compte qu'on a fini par un match de foot OM contre le PSG, quoi, hein, avec les molécules marseillaises et les molécules parisiennes. Alors qu'au début, c'est moins de morts à Marseille. Vous savez ce qui expliquait cela? Le Mistral, c'est le vent. Et jamais vous allez vous contaminer en faisant du vélo, du surf, de la planche à voile ou la course à pied. Le Covid, Marianne, on se contamine dans la même petite pièce, sans fenêtre, avec la même clim et la même machine à café. On se contamine avec Blablacar, sans masque. Ça veut dire que, et puis bon, je dirais que le retour politique a été désastreux. On dit en mars 2020, les masques ne servent à rien, et maintenant on veut coller aux gamins de 2 ans. Ça, c'est dramatique. Et là, il y a des vrais problèmes. Et le plus violent, je me suis battu, le plus fort pour moi, ils ont tout fait, ok. Mais quand ils m'ont dit, on ne savait pas, vraiment, qui relisent ce qu'on a écrit depuis 20 ans. Hein. Relisez ma leçon inaugurale au Collège de France. Hein. D'autres l'avaient écrit avant Gilles Boeuf. Hein. C'est 2014. C'est décrit exactement les pandémies qu'on va se choper.
Et là, si effectivement on repart comme on a envie de le faire, aujourd'hui on me disait, mais on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant? Jamais. Sinon, on va s'en prendre un autre et peut-être qu'il tuera les jeunes le prochain. Je voulais revenir sur l'OM-PSG. L'OM-PSG, ma sœur est fan du foot, c'est quelque chose qu'elle adore et tout. Et c'est vrai que je reviens sur un mot qui est la motivation. Et en fait, quand je vois ma sœur ou quand je vois des amis qui sont motivés par des sujets et d'autres, quand on leur parle de choses qui sont plus terre à terre, du vivant, t'as vu ce qui s'est passé, regarde, il n'y a plus rien qui se passe et ça part et il n'y a plus aucune motivation. Et je reviens aussi sur le groupe de jeunes qui est parti voir les dauphins et qui, avec le réseau, ça n'a pas fonctionné. J'ai travaillé avec des étudiants, enfin des enfants qui ont été placés par la ZE, Aide sociale à l'enfance, et qui en fait, j'ai l'impression, quand j'ai travaillé, ils sont à des années-lumière, Enfin, il y en a qui ne savaient même pas ce que c'était. Je pense qu'ils n'ont jamais vu de vache de leur vie. Enfin, il y a toute une éducation qui est... j'ai eu la chance de vivre, je suis née dans la campagne, j'ai été pareil, moi j'étais la gamine qui jouait avec les vers de terre, vraiment c'était ça. Et je pense que ça m'a aidée, mais quand je vois j'ai travaillé avec des enfants qui étaient placés, retirés aux familles, ils sont à des années-lumière. Donc l'éducation, elle joue quelque chose d'énorme en fait. Ouais. Sur le après, et même ma sœur sur les ordinateurs, sur les écrans, elle est accro et il n'y a rien à... Là aussi, c'est la faute à notre société. Même là, avec le Covid, on est tous sur des écrans en permanence. Même moi, on ne travaille que sur des écrans, donc on est déconnecté en permanence aussi. Mais tu as raison, mais tu sais, qui dirige l'écran? C'est mon nom, s'écrit BOEUF, B-O-E-U-F séparé. Excuse-moi, l'ordinateur me colle le O et le E tout le temps en français. Alors, c'est la fois de l'ordinateur. Ben, je dis, mais qui dirige? C'est toi ou c'est l'ordinateur? Je prends un exemple très, très, très pratique, là, tu vois. Et tout est comme ça. Je ne suis pas contre. Au contraire, sans le numérique, nous, biologistes, on n'aurait jamais pu décortiquer, si tu veux, le séquençage mondial qu'on a pratiqué là. Aujourd'hui, au muséum à Paris que j'ai présidé pendant 7 ans, on a des milliards de séquences d'êtres vivants, bien évidemment. C'est clair. Le coronavirus 19 a été décortiqué en quelques semaines en Chine au démarrage, au début mars 2020. Heureusement qu'on a ça. Mais ce sont des outils. J'ai beaucoup aimé quand Syl, tout à l'heure, a dit « je fais ça en anglais ». Ben, l'anglais, c'est un outil aujourd'hui. Moi, je n'apprends pas l'anglais parce que je ne serai jamais un prof d'anglais, ce n'est pas mon but. J'écoutais l'autre jour, je ne sais plus quel auteur. Ah oui, c'était notre ami que j'aime beaucoup, un des grands penseurs actuels, qui est prof à Bruno Latour, qui est prof à Sciences Po Paris. Il me dit, j'ai toujours écrit en anglais, j'ai d'abord appris l'anglais. Très bien, il a appris, mais pour nous, c'est un outil. Moi, je ne le parle pas bien, je ne l'écris pas si bien que ça non plus du tout. On me met pour English quand je prépare mes papiers, mais c'est ce que je raconte qui compte. Que je comprenne quelqu'un et que je me fasse comprendre, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. L'ordinateur, le numérique, heureusement qu'on les a. La preuve, c'est que, regardez aujourd'hui, tout à l'heure, Lionel en parlait, on n'aurait pas pu faire ça sans ces progrès extraordinaires. Je regardais le petit robot, le petit drone qui survole en ce moment la planète Mars. Mais ça donne envie de pleurer tellement c'est magnifique. Je connais Thomas Pesquet, j'ai fait des exposés avec lui déjà. Ce qu'il nous raconte est génial. Bien sûr que c'est très bien tout ça, avec quelques précautions. Quel est le coût énergétique? Le numérique coûte des fortunes incroyables. Demain, une grande partie de l'énergie produite sera uniquement dédiée au numérique. Donc, qu'est-ce qui est utile, pas utile, à discuter. Mais c'est un outil. C'est en aucun cas l'obsession de ne faire plus que ça. Et surtout, et là, Marianne, tu connais les revers de la médaille, cet outil-là donne à nos jeunes au moins la moitié de choses qui sont fausses. Et donc, pour les embrigader, pour leur mettre dans le crâne des trucs, et ça, il faut que nous, on soit extrêmement vigilants. Mais j'ai beaucoup aimé ton mot, c'est éducation. Tout le long, ça va revenir éduquer. Il faut commencer tout petit à l'école maternelle, chez ces bébés que j'évoquais tout à l'heure. Tu sais, je me suis beaucoup intéressé au moment où un bébé humain rencontre la biodiversité terrestre. C'est très précis. Les femmes le comprennent encore mieux. C'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os. Au moment de l'accouchement, quand le bébé va commencer à sortir, il va s'emberlificoter dans le cordon ombilical. Cette poche a été sa protection pendant 9 mois, bien sûr. Il est quasi axénique, Il n'y a pratiquement pas de bactéries dans le bébé. Et là, toutes les bactéries de l'utérus de la maman vont se précipiter pour aller, non pas contaminer ce bébé, l'ensemencer. Et chaque bébé humain, il met 3 ans à s'ensemencer. Et ce qu'on est aujourd'hui, toi, je te regarde là, superbe là, vraiment rayonnante, eh bien, c'est lié à cette histoire que tu as vécue au moment de l'accouchement. Vous vous rendez compte qu'on fait tous 20 minutes d'apnée au moment de l'accouchement. Aujourd'hui, on n'est pas fichu d'en faire plus d'une demi-minute ou 1 minute en déplacement. Eh bien ça, il faut le raconter.
Et c'est sur ces choses, tu vois, tellement essentielles. J'aime bien quand tout à l'heure, Syl dit, ouais, mais ou toi aussi, ils sont à des années-lumière, les jeunes. Oui, mais n'empêche que si on leur avait dit ça, ça changerait un petit peu. Parce que le vrai débat pour moi, il est là aujourd'hui, tu vois, Syl, c'est de dire, si on admet qu'on est nous aussi le vivant, qu'on est totalement inclus là-dedans, qu'on ne bouffe que ça, qu'on ne coopère qu'avec ça. Et qu'est-ce qui vit de Covid-19? Les gens qui sont déjà en désordre relationnel avec leurs bactéries intestinales. C'est très important. Hein. Eh bien, à chaque fois qu'on ira agresser ce vivant, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu con, excusez le terme, mais pour une espèce qui s'est appelée sapiens. Hein. C'est nous qui nous sommes appelés sapiens. Donc, c'est là que, franchement, elle a raison, tout à l'heure, Marianne, de dire éducation depuis le tout départ. Et pour ça, il faut que les gamins soient dans un milieu assez serein pour recevoir cette éducation. Être réceptif, to watch. Et watching, il faut l'apprendre par soi-même. Il faut que le gamin soit mis en condition de pouvoir le faire, mais il faut qu'il le fasse. Moi, je t'adore déjà parce que, d'ailleurs, en te regardant, puis en voyant que tu jouais avec des vers de terre, tu vois. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Reste passionné comme tu l'es. Si tu l'as à 20 ans, tu le seras encore à 50 et à 60. Ouais, mais je vois mes petits cousins qui sont nés à Paris dans un appartement du 15e et qui vont une semaine par an en vacances à la mer et qui, je sais pas comment dire, mais je me dis, est-ce qu'ils ont cette notion? Ils ont vu un petit jour l'autre jour qui a fait un bébé sur le balcon, c'était l'émerveillement, mais ça devrait être pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas accès à ça et c'est vrai que je pense que plus on est tôt touché par ces petits trucs de la vie, ces petits moments de la vie et plus tôt on est sensibilisé. Ma formation est sensibilisée là-dedans, mais j'ai des amis qui ne sont pas du tout sensibilisés par ça, par la bio, l'environnement, le vivant, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et je me dis, mais est-ce que là aussi, l'éducation, ça doit être, si ça ne passe pas par les parents, est-ce que l'éducation, c'est-à-dire nos écoles, doivent le faire, doivent nous éduquer là-dessus? Elles le font mal aujourd'hui. Oui. C'est très vrai ce que tu dis là, mais rends-toi compte que c'est pareil à la campagne. Hein. Oui. Il y a des petits-enfants de paysans qui n'en savent pas plus qu'un petit citadin. Hein. Bon, ils ont vu une vache, c'est clair. Ils savent que l'œuf, il a été pondu par une poule. Ils ont vu un pissenlit. Mais dans la réflexion qui va avec, c'est quoi le vivant? Aujourd'hui, un type qui met des pesticides sur son champ, mais ce n'est pas possible. Je voyais récemment sur des cerises, tu vois. Il y a eu du mildiou, il y a eu plein d'attaques sur des différents végétaux là récemment. Au lieu de faire un traitement, ils en font 6. Mais tu te rends compte, c'est quand même super toxique. Tu les manges? Ah non, je ne les mange pas, mais ils les vendent. C'est là qu'il y a un vrai problème, tu vois. Donc, c'est le système. Je n'accuse surtout pas le monde agricole. Hein. Je veux vraiment les défendre. Et simplement, ce que je dis, c'est qu'on les a assassinés par ce qu'on a dit dans les années 55, produisez beaucoup, au prix le plus bas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Les poulets, ça va de 1 euro le kilo à 50, c'est pas possible. Donc là, donc dire aux gens, dans l'éducation, tu vois, Marianne, les gens sont pauvres. Mettre un peu plus d'argent dans ce qu'on mange, plus qu'avoir le dernier téléphone portable, changer tous les 6 mois, ou les écrans plats, pas possible. Ça, c'est de l'éducation, ça aussi. J'ai l'impression, en vous écoutant, cette connexion au vivant, en écoutant Marianne, toi, Gilles, mais pour un enseignant, ça ne se fait pas de manière académique. Le problème, le problème, c'est ça se fait sous. Est-ce que votre point de vue, c'est pas que ça, justement, si on rate cette connexion depuis la petite enfance, c'est trop tard? Oui, enfin, c'est jamais trop tard. Moi, je vois, j'ai des amis, par exemple, bon, on s'aime bien, on discute, ils sont polytechniciens. J'ai un ami qui a fait l'X, c'était en 1980. Il me dit à l'époque, à l'X, on n'avait pas une seule heure sur l'environnement. Pas une seule. Quand même, c'est l'élite de la nation, donc arrêtons. Enfin, ils le disent en tout cas, on pourra voir après. Hein. Aujourd'hui, à l'agro, un autre exemple qui va plaire à Marianne, à l'agro à Paris, c'est un vieux prof. Hein. Moi, j'avais un fond d'écran des coquelicots. Alors, j'étais fier de mes coquelicots. Il passe derrière moi et dit « Ah, un champ mal entretenu. » Ben voilà. J'ai venu comment? Quelle éducation pour dire un truc comme ça? C'est le symbole que tout n'est pas foutu. Et bien sûr que le paysan n'a pas pour rôle de faire des coquelicots, mais quand il y en a un petit peu, c'est super sympa. Il y a une touche de poésie en plus. C'est ça qu'on a complètement oublié. Donc tu as raison, Jean-Louis, mais nous, on peut compléter quelque chose. Sinon, rien, ben, faut prendre des bases à zéro, comme si on le faisait en CP. Hein. Et si on donne des bons exemples, on va sur le terrain, on discute, et si les gens sont de bonne volonté,
Bon, après, si effectivement on est sur des terrains politiques complètement ignobles, de non-respect de l'autre, et puis de tout ramener au business imminent, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, quel est le drame aujourd'hui? C'est qu'on accepte une société qui, au plan économique, accepte qu'on gagne de l'argent, qu'on fasse du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. C'est ça le problème aujourd'hui, en fait. Et bien ça, c'est plus possible. Parce que de toute façon, ils vont crever comme les autres, ceux-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on met dans le crâne d'un gamin, même d'un chef d'entreprise, j'en vois beaucoup, moi, aujourd'hui. Et vous avez raison, et ça, c'est un espoir qu'on a. On est en train de changer. Nos jeunes, par exemple, j'ai discuté avec les gens qui sont des chasseurs de tête, vous savez, qui recrutent le top pour les grandes boîtes et tout. Eh bien, ils me disent, mais ils sont sciés. Depuis 3 ans, c'est pas 10 ans. Le major de l'X, avant, il allait chez Total et il négociait son salaire. C'est fini. Il n'a pas du tout envie d'aller chez Total. Donc, c'est vrai que ça, c'est sympa pour nous, si vous voulez. Et vous, dans les écoles d'ingénieurs, Polycas, j'aime bien. Par exemple, moi, je participe à l'ENSAM de Bordeaux, Arts et Métiers Bordeaux. On fait un cours d'éthique. C'est tout récent. Mais bien sûr qu'un ingénieur doit recevoir des notions d'éthique, de vie sociale. Et il doit faire des choix technologiques. Donc, ça fait partie de l'enseignement, mais c'est tout récent. C'est en train de changer, les jeunes veulent y venir, et je pense que nos jeunes n'ont pas envie de vivre comme on a vécu nous. Donc, alors, bien sûr, il y a des contreparties, Marianne, terribles. Mes étudiants me disent, on ne fera pas d'enfants. À Sciences Po, à l'agro, en veto, en médecine. Je les comprends, même si c'est l'échec de deux générations antérieures. Tu sais, aujourd'hui, Marianne, à Veto Lyon, 90% de jeunes filles. Le concours est trop difficile pour les garçons. Veto Paris, 3/4 de filles. Médecine, 3/4 de filles. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui des métiers où les femmes sont infiniment plus, tout le care en fait. Elles sont là, elles sont tellement persuadées que c'est important. Et bien sûr que ça l'est. Donc, et puis je termine sur un dernier point où, quand je défends toujours les femmes, là je lis les articles récents, on a tué en 40 ans la moitié des éléphants et la moitié des girafes. Et bien, ce n'est pas les femmes qui ont fait ça. Non, mais c'est clair. C'est clair. Alors, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Il y a un élément féminin qui arrive en masse, comme vous le décrivez, et qui va, à mon avis, être le moteur de toute une génération. Il nous le faut. Le changement, absolument. Je voudrais revenir sur je cherche des clés concrètes, là, professeur, et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir. J'ai entendu la science. Donc, nous, sur ce qu'est en train de construire Jean-Louis, il y a des blocs entièrement constitués de la science pour voir un cycle de vie, par exemple, pour également savoir ce que c'est que les gaz à effet de serre, etc. etc. J'ai aussi entendu de la part de Marianne et de vous, pour réenchanter la connexion physique, il faut aller dans la nature, il faut toucher les choses. Ça voudrait dire, tu vois, Jean-Louis, qu'on ne ferait pas que des cours en classe, c'est-à-dire qu'on prendrait nos élèves et on sortirait, quoi, tu vois. Et on irait au Pic Saint-Loup, on irait au Lèze, tu vois, mais faire la classe dehors, quoi. Je l'ai bien noté, ça. Je l'ai bien noté que c'est un des éléments très structurants du discours de Gilles, c'est de dire il faut sortir, il faut aller observer la nature pour pouvoir finalement se reconnecter à elle et comprendre les enjeux. Mais j'ai aussi bien noté que ça doit se faire très tôt. Maintenant, la question que je me pose un peu… C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard, mais par contre, il y a une question un peu sous-jacente aux dernières réflexions de Gilles, c'est en particulier de dire, ben voilà, il y a des aspects qui sont liés à la compréhension des phénomènes. C'est un prérequis pour envisager les solutions, c'est évident. Mais après, Gilles nous parle d'éthique. On dit souvent que pour s'intéresser à l'éducation de nos jeunes sur ces aspects-là, c'est compliqué parce que si on ne comprend pas l'économique, si on ne comprend pas les enjeux sociaux et si on ne les connecte pas à l'écologique, on ne peut pas arriver à une solution qui soit viable. Et puis derrière, en plus, il y a en fait ensuite la capacité du jeune à pouvoir rentrer dans le débat, avoir le courage de choisir et puis avoir le courage de défendre une idée, même si elle n'est pas dans le courant académique. Quelque part, c'est bien connecté à cette idée de dire, finalement, le major de Polytechnique, il dit peut-être qu'il a un problème de quête de sens. En tout cas, si ce n'est pas lui, il y en a plein de sa génération qui a un problème de quête de sens. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, lui aussi, là, ça a beaucoup changé. Oui, ça aide.
Mais par contre, entre des volants qui sont entre la philosophie, le social, l'économique, à un moment donné, il faut dessiner des priorités. Et là, je reste un petit peu sur ma faim, c'est-à-dire que quand je vous écoute, j'aimerais bien que vous m'aidiez. J'aimerais bien que Gilles m'aide un peu. C'est quoi la priorité? Est-ce que la priorité, tu vois, parce qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Non, non, je vais te répondre. Pour moi, on est sur un avenir à 4 piliers. La science, indiscutable, la science établie. Hein, on arrête de donner des opinions, on établit nos faits scientifiques, on travaille dessus. Voilà. Et ça explique plein des technologies qu'on a aujourd'hui. Deuxième volet, la politique. Alors, quelle politique? Bien sûr, on a besoin de politique, des gens qui sont concernés par ces questions-là, qui ont compris que l'environnement, ce n'est pas demain, après, on verra plus tard. Hein, on ne pourra pas développer un monde harmonieux avec une vie en paix sans mettre ces questions-là sur le sommet de la pile. Ça, c'est clair. Bon. Donc, un monde politique conscient de ces questions-là. Troisième monde, c'est le monde de tout le monde, nous tous, citoyens, avec les ONG. Donc, ils sont là, eux, pour gratter là où ça fait mal, pour effectivement s'opposer à des choses, avoir le courage de dire, de faire, associatif. Et les jeunes sont très bons pour le faire maintenant. Et le quatrième volet va répondre à ta question. Ben moi, tout ce que je vous raconte là, on ne peut pas le faire sans l'entreprise. Ouais. Ça veut dire que pour moi, c'est clair que ces 4 piliers sont essentiels. Et de plus en plus, j'ai plein d'amis chefs d'entreprise, ils en sont de plus en plus convaincus. Et là, on va toucher à l'économique que tu évoquais tout à l'heure. Comment je fais du business? Alors, il est clair que le capitalisme, c'est quoi? C'est faire de l'argent, enfin, c'est clair, faire du profit, et puis créer de l'emploi. Très bien, moi, ça me va très bien jusque-là. S'ils embauchent mes jeunes comme Marianne, je serais ravi, c'est très bien. Mais pas à n'importe quel prix. On a dit, on ne crée pas de profit en détruisant ou en surexploitant. Donc ça, il faut arrêter, basta, terminé. Hein. Il n'y a pas de raison de laisser aujourd'hui un mec pêcher un thon qui vaut 0 dans l'économique actuelle et qui va le vendre 1 million d'euros sur le marché japonais. Ça, c'est terminé. Hein. Je suis désolé, c'est indécent. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas non plus continuer à faire des choses complètement débiles. Par exemple, moi, je suis un fort très engagé pour le plafonnement des salaires vers le haut. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On ne peut pas continuer avec une différence de 1 à 1000 dans la même entreprise. Ce n'est pas possible. Et puis, enfin, je suis très proche avec la priorité numéro 1 de l'ODD. Hein, vous vous rappelez, éradiquer la pauvreté. Ça, c'est un aspect aussi extrêmement important. Pour expliquer ça, il ne faut pas être dans l'immédiateté. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants ce soir? Vous savez, on parle beaucoup de la durée de vie comme étant avec le PIB. Le PIB n'est plus du tout le PIB. Un marquage de progrès social ou économique, ce n'est pas vrai. Il a été à une époque, il ne l'est plus. Je préfère faire un point de PIB que celui de la Chine à 10, où là, on a tout détruit à l'extérieur. Et la durée de vie. Et la durée de vie, c'est super intéressant. On a beaucoup travaillé là-dessus, en fait. On a gagné 35 ans d'espérance de vie depuis 1860. Eh bien, ça s'est arrêté en 2008. Ça fait 10 ans quand même qu'on ne vit pas plus vieux. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vivre vieux qui est important. C'est vivre vieux en bonne santé. Hein. Pas tomber dans les maladies neurodégénératives, dans les Parkinson, l'Alzheimer, avec des gens plus malheureux autour de vous que vous-même, quand vous vous rendez compte de plus rien du tout. C'est ça la vraie question. Et la durée de vie, elle stagne. Je m'intéresse beaucoup avec mon copain Toussaint au record du monde en athlétisme. Ben, tout est au taquet. Taquet. Et on arrive à des paradoxes incroyables, ça va plaire aussi ça à Marianne, je vais reparler des femmes. Comment on explique, Marianne, aujourd'hui, qu'aucune femme au monde ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986? C'est intéressant quand même, ça. Hein. Ben voilà. Et là, on tombe dans le transhumanisme, dans des questions de on va vivre tout le temps pour toujours. On s'intéresse à 0,00001% de la population humaine. Hein, tout le monde doit manger à sa faim, tout le monde doit respirer de l'air qui soit concevable pour le vivant, boire de l'eau non souillée. Une femme enceinte ne devrait pas manger des produits avec des pesticides. Comment l'aider financièrement pour qu'elle puisse, durant une grossesse, manger correctement? Tout est là, effectivement. Donc, tu vois, en fait, Jean-Louis, la question, c'est, bien sûr que le social est important. Nicolas Hulot l'avait prévenu avant les Gilets jaunes, si on ne met pas d'abord les mesures sociales, ça ne marchera pas. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas apparus comme ça de jour au lendemain en novembre 2018. Hein. C'était effectivement une longue, depuis 40 ans, c'était en place. Et là, c'est là qu'Edgar Morin intervient en disant au président, mais vous savez, le problème quand il parlait des Gilets jaunes, c'est pourquoi ça s'est produit? Parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Si on laisse une grande partie de la population sans s'en préoccuper, le premier gourou qui passe, il gagne, dit-il, Edgar, à Montpellier il y a 1 an. Et regardez nos gourous autour de nous, il y en a plein. On n'est pas à l'abri en France aujourd'hui. Hein. Et puis il disait aussi, j'aime beaucoup, il disait finalement aujourd'hui,
le problème n'est pas la frénésie qu'on a évoquée, scientifique et technologique. Hein, il est l'usage que l'on en fait. Et là, on n'a pas grandi du tout. Et donc, à ces ingénieurs que vous évoquez tous les jours, quand est-ce qu'on leur parlera de ça? Et un cours sur, il n'y a pas que l'éthique, hein, mais un cours sur la spiritualité, encore une fois, surtout pas religieuse. Hein. Tout est là. Et je vais terminer en disant une phrase assez marrante, c'est que regardez tout ce que vous avez fait depuis ce matin avant de venir m'écouter, là, qui sert absolument à rien, mais qui vous a apporté du bonheur. Peut-être venir m'écouter, ça peut jouer aussi un petit rôle. Ben voilà. Or, quand je parle avec les futures élites, on veut sauver que ce qui vaut quelque chose. Le machin avec des beaux yeux bleus, des grands cils, on le sauve. L'affreux rat, taupe nu, poilu, sans yeux, on ne le sauve pas. Sauf que lui, il sait résister au cancer. Il y a plein d'histoires comme ça. Et pour répondre à Cyril tout à l'heure sur l'histoire de la technologie, regardez un petit peu le biomimétisme et la bioinspiration. Là, tu auras, Jean-Louis, plein d'exemples pour vos ingénieurs. Là. Je proposerai tout à l'heure à Lionel, ma prochaine conférence en présentiel chez vous, ça peut être sur le, j'en ai déjà fait à Montpellier, biomimétisme et bioinspiration. Vinci disait, et on va revenir à la nature, hein, qu'évoquait Marianne tout à l'heure, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Ben voilà. Et ça, c'était 1516. Marianne, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous avez une question? On a d'autres axes d'information. On est comment là en termes de temps, professeur Boeuf? Bah, ça fait déjà 1h30 déjà. Ouais. Est-ce qu'on peut vous prendre quelques minutes un peu? Quelques minutes, d'accord. Quelques minutes. Allez, on ne vous retient pas trop longtemps. Marianne, est-ce que vous voulez réagir sur quelque chose ou poser Non, je trouve ça intéressant tous les aspects que vous disiez qui est important, la politique, tout est lié en fait. Et c'est vrai que je pense que même en tant qu'ingénieur, il nous manque beaucoup d'aspects. Genre la politique, même dans ma formation, que je travaille dans l'eau, cet aspect arrive qu'en dernière année sur les réglementations, le droit de l'eau, etc. Et ça arrive trop tard en fait. C'est pareil, moi, je reviens sur la spiritualité, mais pour moi, c'est des bases qui devraient être, je sais pas, un cours, pas un cours du social, mais quelque chose qui pourrait, je sais pas, avoir un cursus qui change des cours où on a un professeur qui nous parle pendant 1 heure, quelque chose qui dynamique le cours, qui nous fait parler entre nous, quelque chose. Là aussi, c'est lié à l'éducation, mais c'est vrai que je sais pas vous, mais avoir un prof qui nous parle pendant 1h30, qui lit ses diaporamas, il n'y a rien qui passe. Il y a aucun, je sais pas, quelqu'un qui vit son cours, qui le fait partager avec des exercices. Je sais pas comment vous dire, mais l'élève, il doit ressentir quelque chose. S'il est là pour noter 3 phrases durant le cours, je pense aussi, je reviens sur vous, Jean-Louis, si jamais vous faites ce programme-là, les iPads, il faut les sortir du cours. Les gens qui sont sur l'iPad en cours, ils ne font pas du cours. Ils font tout sauf autre chose. Là encore, c'est des petits... c'est très intéressant, mais je pense d'avoir un côté, je sais pas, joyeux, qu'on soit content, même les sorties terrain, mais c'est génial. Ça crée même, un lien social au sein de la promo. Il ne faut pas oublier, il y en a qui sont, en plus avec le Covid, qui se sont retrouvés seuls et beaucoup plus à l'écart, et ça n'a pas aidé non plus. Voilà, je trouve que c'est des très bonnes idées, mais c'est vrai que, comme disait Jean-Louis, on aimerait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Puis surtout, tu vois, tu as raison, quand je t'écoute, il faut créer des vocations. Tu ne créeras pas de vocation avec un type qui passe des vieux articles de journaux d'il y a 30 ans, tu vois. Donc, et la passion est tellement importante. Je dis toujours aux jeunes, vous savez, soyez passionnés à 18, 20 ans, vous le serez encore à 60. Mais si vous ne l'êtes pas de maintenant, vous ne le serez jamais de votre vie. Hein. Donc, ça ne s'apprend pas non plus, ça. Ça veut dire qu'il faut jouer sur une fibre du gamin. Mais c'est vrai que vous avez raison, il faut démarrer très très tôt. Mais nous, on peut continuer quand même. Même le chef d'entreprise, hein, je leur dis toujours au chef d'entreprise, il me dit, ouais, ils sont déjà ingénieurs. C'est pas sûr. C'est déjà fait. Mais non, s'il y a un pilote dans l'avion sur ces questions-là, ce que j'aime dans l'entreprise, c'est un jeune qui me dit, voilà, j'ai été recruté, je suis fier de travailler pour cette boîte-là. Et bien ça, il marchera beaucoup mieux et la boîte marchera beaucoup mieux. Bon, eh ben, Jean-Louis, une dernière question, un dernier commentaire. On avait plein d'autres choses à vous demander, mais j'aurais discuté avec plaisir avec vous des heures. On en fera d'autres, Non, le point qui m'interroge toujours, c'est on ouvre la boîte de Pandore de la spiritualité. La spiritualité, c'est des choses que ma génération, on apprenait assez peu à l'école, mais beaucoup ailleurs. Bon, c'était une société qui était aussi plus catholique, mais au-delà
de la notion de Dieu et de divin, il y avait ces aspects de la spiritualité, de l'éthique, hein, qui étaient… alors ça, on demande à l'école on demande de faire ça à l'école, en plus du reste. J'entends Marianne qui dit moi j'aimerais avoir un cours sur la spiritualité. Ça va pas être facile. C'est plutôt un commentaire. Je veux dire, c'est pas gagné. Les enjeux sont extraordinaires. Ça fait que nos métiers sont magnifiques. Mais par contre, je reste un petit… Pour ces aspects-là, je ne sais pas comment on va faire pour tout faire. Oui, on n'est pas sorti du lac. Tu sais, Jean-Louis, moi j'appellerais ça surtout pas spiritualité. Hein. Ah, d'accord. Ça peut s'appeler éthique, ça peut s'appeler… éthique, ça me va bien. Réenchantement. Parce que, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est là-dessus, encore une fois, je ne suis même pas certain que ça s'enseigne. Voilà. L'enseignant dans ces domaines-là, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le gamin à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées. En fait, il faut tuer 3 graves défauts de l'humanité. D'abord, l'imprévoyance. Ça rentre là-dedans. Hein. On a fait des tas de trucs. On n'a pas la culture de l'impact. Ça, c'est très important. Ça rentre là-dedans. Deuxièmement, l'arrogance, c'est bien sûr. Hein. Leur dire, écoutez, vous n'êtes pas le centre du monde. En plus, c'est ingénieur. Hein. On leur dit tous les jours, vous avez des neurones géniaux, vous allez gagner des sous. Ça, il faut arrêter ça. C'est une catastrophe. Et le troisième aspect, c'est la cupidité. Ça ne s'enseigne pas, mais montrer qu'on peut, par des choses beaucoup plus modestes, beaucoup plus simples, qui donnent envie de vivre ensemble, donc, ça ne s'enseigne pas. Mais je pense que partout où on peut aller sur ce terrain-là, c'est intéressant. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a perdu? Marianne l'a tout à l'heure abordé un petit peu, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que si on ne donne pas à nos ingénieurs, regarde ce que tu vas faire là, tu vas faire une machine, tu vas entretenir un système. Tu sais, maintenant, j'ai des amis qui sont X, hein, ils sont sur les trucs de low-tech, low-tech. Oui. Oui. Mais ils font des machins incroyables. Oui. Ils te font un frigo sans courant électrique et ça marche. Oui. Avec des échanges avec de l'eau au cœur de Marianne et de la terre. Donc, c'est tout ça. Alors, bien sûr, évidemment, on me dit, ouais, mais comprenez, on ne va pas tous être comme ça demain. Je ne suis pas contre le courant électrique, je ne suis pas contre les avions, je ne suis pas contre les voitures. Mais en fait, quel est notre principal ennemi à tous là? Ça s'appelle la démesure. Voilà. Et voilà pourquoi on est dans le caca aujourd'hui. Hein. Le 20 janvier 2020, Syl, 100 000 vols répertoriés. Et quand on me dit, on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant? Surtout jamais. Que si on revient à 100 000 avions, eh bien, on va s'en prendre un autre Covid. Le petit virus, là, il sort des grottes chinoises. Il n'a pas de pattes, il n'a pas de tête, il n'a pas d'aile. Comment il est venu là? Ce qui s'est passé là-bas n'aurait pas dû se passer, parce qu'on les a mis en même temps sur des trucs épouvantables, des humains, animaux domestiques, vous vous rappelez? Le MERS en 2010, le dromadaire, le Nipah, le cochon, le SARS-CoV-1, c'était la civette masquée. Aux États-Unis, tu te souviens, Syl, il y a un siècle, la grippe espagnole, c'était le canard. Bah, attendez, on met des trucs qui ne devraient pas se rencontrer en même temps dans des conditions effroyables. Animaux domestiques, animaux sauvages, humains, on mélange tout ça, on est malade. Et deuxième gag, ça fait le tour du monde en quelques jours. On a des images, tu verrais, Jean-Louis, des vols à partir du 20 janvier 2020. C'est spectaculaire. Tous ceux qui avaient un avion sur Wuhan sont chopés le virus tout de suite. C'est spectaculaire hein, à montrer comment les avions ont disséminé tout ça. Taïwan a mis une journée à arrêter les avions chinois. Ils n'ont pas 30 morts. On a mis 100 jours. On vient de dépasser 100 000 morts. Par contre, tout existe. Taïwan, vous avez vu cette semaine la pire sécheresse que l'on ait jamais vue. Eh bien voilà. Et quand mes copains ingénieurs du risque à Paris me disent en 2045, on aura à Paris 2 semaines au-delà de 50 degrés et la Seine sera sec et les rats plus gros que les chats, ben voilà. Pourquoi on se bat? Alors, ça, on ne le dit pas trop parce qu'on va désespérer les gens. Hein. Je ne suis pas là pour plomber les gens, encore moins les jeunes. Mais quand même, il faut qu'on prenne ça en considération. C'est le monde politique qui ne réagit pas assez. Hein. Ils sont beaucoup trop mous. Et moi, je comprends mes jeunes. Hein. Encore une fois, méfions-nous. Hein. Ils vont se radicaliser si on continue comme ça. On ne les écoute pas. Moi, je m'étais dit qu'on pourrait s'avancer vers un mai 21 comme on a eu un mai 68. Mais je pense qu'on n'y est pas. On n'y est pas encore. Pas encore, mais peut-être d'ici quelques temps, tu sais, Syl. Pas encore, mais regarde ton pays, les États-Unis, comment ça s'est passé. Ah oui. Quand tu vois quand même, Biden essaye de faire des choses aujourd'hui, mais c'est encore très, très, très radicalisé, si tu veux, parce que business is business. Business as usual. On va revenir à ça. Et ça, là, je suis ferme et clair sur les prix. Hein. On ne pourra jamais s'adapter à quelque changement que ce soit si on ne change pas. Alors changeons. Et je pense qu'un ingénieur qui a compris ça, il peut être très utile pour le futur de l'humanité.
Bon, bah, ce sera le mot de la fin, je pense, pour ce premier podcast, j'espère, Gilles Boeuf, avec nous. Merci infiniment d'être venu nous apprendre à réenchanter et l'enseignement et la connexion au vivant. Il y avait plein de questions encore. Et on espère vous retrouver pour ou un podcast ou une conférence en personne lorsque vous aurez 2 minutes. Merci infiniment. Merci Jean-Louis. Merci Marianne. Merci. Merci à vous. Plaisir. Bientôt. À tous. Bats-toi, Marianne, hein, c'est important.